Lecture de l'ouvrage Métapsychologie, paru en 1840 de Sigmund Freud. Chapitre 3. L'inconscient. La psychanalyse nous a appris que l'essence du processus de refoulement ne consiste pas à supprimer, à anéantir une représentation représentant la pulsion, mais à l'empêcher de devenir consciente. Nous disons alors qu'elle se trouve dans l'état inconscient, et nous pouvons fournir des preuves solides de ce que, tout en étant inconsciente, elle peut produire des effets dont certains même atteignent finalement la conscience. Tout refoulé demeure nécessairement inconscient, mais nous tenons à poser d'entrée que le refoulé ne recouvre pas tout l'inconscient. L'inconscient a une extension plus large. Le refoulé est une partie de l'inconscient. Comment parvenir à la connaissance de l'inconscient ? Naturellement, nous ne le connaissons que comme conscient, une fois qu'il a subi une transposition ou traduction en conscient. Le travail psychanalytique nous permet de faire chaque jour l'expérience de la possibilité d'une telle traduction. Cela exige que l'analyse surmonte certaines résistances, celles-là même qui, en leur temps, ont fait de telles représentations un refoulé en l'écartant du conscient. Partie 1. Justification de l'inconscient. On nous conteste de tous côtés le droit d'admettre un psychique inconscient et de travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime, et nous possédons de multiples preuves de l'existence de l'inconscient. Elle est nécessaire parce que les données de la conscience sont extrêmement lacunaires. Aussi bien chez l'homme sain que chez le malade, il se produit fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. Ces actes ne sont pas seulement les actes manqués et les rêves chez l'homme sain, et tout ce qu'on appelle symptômes psychiques et phénomènes compulsionnels chez le malade. Notre expérience quotidienne la plus personnelle nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous en connaissions l'origine et de résultats de pensée dont l'élaboration nous est demeurée cachée. Tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons à prétendre qu'il faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait d'actes psychiques. Mais ils s'ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la cohérence si nous interpolons les actes inconscients inférés. Or, nous trouvons dans ce gain de sens et de cohérence une raison pleinement justifiée d'aller au-delà de l'expérience immédiate. Et s'il s'avère de plus que nous pouvons fonder sur l'hypothèse de l'inconscient une pratique couronnée de succès, par laquelle nous influençons, conformément à un but donné, le cours des processus conscients, nous aurons acquis avec ce succès une preuve incontestable de l'existence de ce dont nous avons fait l'hypothèse. L'on doit donc se ranger à l'avis que ce n'est qu'au prix d'une prétention intenable que l'on peut exiger que tout ce qui se produit dans le domaine psychique doive aussi être connu de la conscience. On peut aller plus loin et avancer pour étayer la thèse d'un état psychique inconscient, que la conscience ne comporte à chaque moment qu'un contenu minime, si bien que, mis à part celui-ci, la plus grande partie de ce que nous nommons connaissance consciente se trouve nécessairement, pendant les plus longues périodes, en état de latence, donc dans un état d'inconscience psychique. Si l'on tenait compte de l'existence de tous nos souvenirs latents, il deviendrait parfaitement inconcevable de contester l'inconscient. Nous nous heurtons alors à l'objection selon laquelle ces souvenirs latents ne devraient plus être qualifiés de psychiques, mais correspondraient au reste de processus somatiques, dont le psychique pourrait ressurgir. Il n'est pas difficile de rétorquer qu'au contraire, le souvenir latent est, indubitablement, le reste d'un processus psychique. Mais il importe davantage de bien se rendre compte que l'objection repose sur l'assimilation, non exprimée, mais posée d'emblée, entre le conscient et le psychique. Cette assimilation est ou bien une petitio principii, qui ne permet plus de se demander si tout ce qui est psychique doit aussi être conscient, ou bien une affaire de convention, de terminologie. Sous cette dernière forme, elle est naturellement, comme toute convention, irréfutable. La question demeure néanmoins ouverte de savoir si elle se révèle suffisamment utilisable pour que l'on doive s'y rallier. On est en droit de répondre que l'assimilation conventionnelle du psychique et du conscient n'est absolument pas utilisable.
Elle brise les continuités psychiques, nous précipite dans les difficultés insolubles du parallélisme psychophysique, prête le flanc au reproche de surestimer, sans fondement évident, le rôle de la conscience, et nous contraint à abandonner prématurément le domaine de la recherche psychologique, sans pouvoir nous apporter de dédommagement tiré d'autres domaines. En tout état de cause, il est clair que la question de savoir si l'on doit concevoir les états latents de la vie psychique, qui sont incontestables, comme des états psychiques inconscients ou comme des états physiques, menace d'aboutir à une querelle de mots. Il est donc opportun de mettre en évidence ce que nous connaissons avec certitude de la nature de ces états qui font problème. Or, ils nous sont, à l'heure actuelle, parfaitement inaccessibles par leur caractère physique. Aucune représentation physiologique, aucun processus chimique ne peut nous fournir une idée de leur nature. D'autre part, il est sûr qu'ils entretiennent le contact le plus large avec les processus psychiques conscients. Ils obtiennent, moyennant l'accomplissement d'un certain travail, d'être transposés en ces processus conscients, d'être remplacés par eux, et ils peuvent être décrits avec toutes les catégories que nous appliquons aux actes psychiques conscients, tels que représentation, tendance, décision et autres choses du même genre. En vérité, nous sommes obligés de dire d'une bonne partie de ces états latents qu'ils ne se distinguent des états conscients qu'en ce que précisément la conscience leur fait défaut. Nous n'hésiterons donc pas à les traiter comme des objets de la recherche psychologique et à les mettre en un rapport très étroit avec les actes psychiques conscients. Le refus obstiné d'accorder un caractère psychique aux actes psychiques latents s'explique par le fait que la plupart des phénomènes considérés n'ont pas été objets d'étude en dehors de la psychanalyse. Celui qui ne connaît pas les faits pathologiques, qui se borne à tenir les actes manqués des hommes normaux pour des hasards et se contente de la vieille sagesse selon laquelle tout songe est mensonge, celui-là n'a plus besoin que de négliger encore quelques énigmes de la psychologie de la conscience pour s'épargner l'hypothèse d'une activité psychique inconsciente. Du reste, les expériences hypnotiques, en particulier la suggestion post-hypnotique, ont démontré de manière tangible, avant même l'époque de la psychanalyse, l'existence et le mode efficace de l'inconscient psychique. Mais l'hypothèse de l'inconscient est aussi une hypothèse pleinement légitime, dans la mesure où, en l'établissant, nous ne nous écartons pas du tout de la manière de penser que nous tenons habituellement pour correcte. La conscience ne procure à chacun de nous que la connaissance de ses propres états psychiques. Qu'un autre homme ait aussi une conscience, c'est là une inférence qui est tirée per analogiam pour nous rendre le comportement de cet autre homme compréhensible, en se fondant sur la perception de ce qu'il dit et fait. Cette inférence, ou cette identification, fut étendue jadis du moi aux autres hommes, aux animaux, aux plantes, aux êtres inanimés, et au monde pris comme un tout. Elle se montra utilisable tant que la ressemblance avec le moi individu fut souveraine, mais on put de moins en moins s'y tenir au fur et à mesure que l'autre s'éloigna du moi. Aujourd'hui, notre jugement critique est déjà moins assuré de la conscience des animaux, refuse la conscience aux plantes et abandonne au mysticisme le soin d'admettre une conscience de l'inanimé. Mais là même où la tendance originaire à l'identification est sortie victorieuse de l'examen critique, à savoir dans le cas de cet autre qui nous est le plus proche, l'humain, l'hypothèse de la conscience repose sur une inférence et ne peut bénéficier de la certitude immédiate que nous avons de notre propre conscience. Or, la psychanalyse n'exige rien, si ce n'est que ce procédé d'inférence soit aussi appliqué à la personne propre, bien qu'assurément il n'existe pas de tendance constitutionnelle à le faire. Si l'on fait ce pas, il faut dire que tous les actes et toutes les manifestations que je remarque en moi et que je ne sais pas relier au reste de ma vie psychique doivent être jugés comme s'ils appartenaient à une autre personne et que l'on doit les expliquer en leur attribuant une vie psychique. L'expérience montre aussi que si dans le cadre de la personne propre, on refuse de reconnaître certains actes comme psychiques, on s'entend fort bien à interpréter ces mêmes actes chez les autres. Manifestement, il y a ici un obstacle spécifique qui détourne notre recherche de la personne propre et l'empêche de parvenir à une connaissance correcte de celle-ci. Or, ce procédé d'inférence, appliqué, en dépit de la résistance intime, à la personne propre, ne conduit pas à la découverte d'un inconscient, mais, pour s'exprimer plus correctement, à l'hypothèse d'une autre, d'une seconde conscience, unie dans ma personne à celle qui m'est connue. Seulement, la critique trouve ici l'occasion justifiée de faire quelques objections.
Premièrement, une conscience dont le propre possesseur ne sait rien est encore quelque chose de différent d'une conscience étrangère. Et l'on peut se demander si après tout une telle conscience, à laquelle fait défaut le caractère le plus important, mérite encore discussion. Qui s'est montré réticent à admettre un psychique inconscient ne pourra s'estimer satisfait si on lui propose à la place une conscience inconsciente. Deuxièmement, l'analyse indique que les processus psychiques latents individuels que nous inférons jouissent d'un haut degré d'indépendance réciproque, comme s'ils n'étaient pas en relation les uns avec les autres et ne savaient rien les uns des autres. Nous devons donc être prêts à admettre en nous non seulement une seconde conscience, mais aussi une troisième, une quatrième, peut-être une série infinie d'états de conscience qui nous sont tous inconnus et qui ne se connaissent pas les uns les autres. Le troisième argument à considérer, le plus sérieux, c'est que, comme nous l'apprend l'investigation psychanalytique, une partie de ces processus latents possède des caractères et des particularités qui nous apparaissent comme étranges et même incroyables, et qui vont directement à l'encontre des propriétés de la conscience connue de nous. Nous sommes par là fondés à modifier l'inférence que nous avons appliquée à la personne propre. Elle ne prouve pas qu'il y a une seconde conscience en nous, mais qu'il existe des actes psychiques qui sont privés de conscience. Nous aurons également le droit d'écarter la dénomination de subconscience comme incorrecte et trompeuse. Les cas connus de double conscience ne prouvent rien contre notre conception. Ils se laissent parfaitement décrire comme des cas de clivage de l'activité psychique en deux groupes, la même conscience s'y appliquant alternativement à l'un ou l'autre camp. Il ne reste pas d'autre solution à la psychanalyse que de déclarer les processus psychiques inconscients en soi et de comparer leur perception par la conscience à la perception du monde extérieur par les organes des sens. Nous espérons même que notre connaissance tirera un profit de cette comparaison. L'hypothèse psychanalytique de l'activité psychique inconsciente nous apparaît d'une part comme une forme dérivée de l'animisme primitif qui nous renvoyait partout en reflet des consciences semblables à la nôtre, et d'autre part comme la suite de la correction apportée par Kant à notre conception de la perception externe. De même que Kant nous a avertis de ne pas oublier que notre perception a des conditions subjectives et de ne pas la tenir pour identique avec le perçu inconnaissable, de même la psychanalyse nous engage à ne pas mettre la perception de conscience à la place du processus psychique inconscient qui est son objet. Tout comme le physique, le psychique n'est pas nécessairement en réalité tel qu'il nous apparaît. Toutefois, nous n'allons pas tarder à apprendre avec satisfaction que la correction de la perception interne n'offre pas une aussi grande difficulté que celle de la perception externe, que l'objet intérieur est moins inconnaissable que le monde extérieur. Partie 2. La pluralité des significations du terme d'inconscient et le point de vue topique. Avant de poursuivre, il nous faut prendre acte d'un fait important, mais aussi embarrassant. L'être inconscient n'est qu'un signe distinctif du psychique qui ne suffit d'aucune façon à le caractériser. Il y a des actes psychiques qui, quoique de dignité très variable, ont en commun le caractère d'être inconscients. L'inconscient comprend d'une part des actes qui sont simplement latents, temporairement inconscients, mais qui le reste du temps ne se distinguent en rien des actes conscients, et d'autre part des processus, comme les processus refoulés, qui, s'ils devenaient conscients, se détacheraient du reste des processus conscients de la façon la plus tranchée. Nous mettrions fin à tous les malentendus si, désormais, dans la description des diverses sortes d'actes psychiques, nous laissions de côté la question de savoir s'ils sont conscients ou inconscients, pour les classer et les relier uniquement selon leur rapport aux pulsions et aux buts, selon leur connexion et leur appartenance au système psychique hiérarchisé. Mais pour diverses raisons, ceci est irréalisable, et nous ne pouvons donc pas échapper à une ambiguïté. Nous employons les mots conscient et inconscient tantôt en un sens descriptif, tantôt en un sens systématique, qui indique l'appartenance à des systèmes déterminés et la possession de certaines propriétés. On pourrait aussi essayer d'éviter la confusion en désignant les systèmes psychiques que nous avons reconnus par des noms arbitrairement choisis qui ne feraient pas la moindre allusion au fait d'être conscient. Seulement, il faudrait au préalable rendre compte du fondement de la distinction des systèmes, et là, on ne pourrait éluder le fait d'être conscient, car il est le point de départ de toute notre recherche. Peut-être cela nous aidera-t-il un peu de proposer au moins de remplacer dans l'écriture conscience par la désignation CS
et inconscient par l'abréviation correspondante ICS lorsque nous employons les deux mots au sens systématique. Passant maintenant à une présentation positive, nous énoncerons un résultat de la psychanalyse. Un acte psychique en général passe par deux phases, deux états, entre lesquels est intercalée une sorte d'épreuve, une censure. Dans la première phase, il est inconscient et appartient au système ICS. S'il est écarté par l'épreuve que lui fait subir la censure, le passage à la deuxième phase lui est refusé. Il est dit alors refoulé et doit nécessairement rester inconscient. Mais s'il réussit dans cette épreuve, alors il entre dans la deuxième phase et appartient désormais au deuxième système que nous décidons d'appeler le système CS, conscient. Mais son rapport à la conscience n'est pas encore déterminé de façon univoque par cette appartenance. Il n'est pas encore conscient, mais bien plutôt susceptible de devenir conscient. Autrement dit, il peut maintenant, sans résistance particulière, et pourvu que certaines conditions se trouvent remplies, devenir objet de la conscience. Eu égard à cette possibilité de devenir conscient, nous appelons aussi le système CS le préconscient. S'il s'avérait que le fait pour le préconscient de devenir conscient est déterminé, lui aussi, par une certaine censure, alors nous séparerions plus strictement l'un de l'autre les systèmes préconscients et conscients. Pour le moment, il suffit de retenir que le système PCS, préconscient, partage les propriétés du système CS conscient et que la censure remplit avec rigueur son office au passage de l'inconscient au conscient. En admettant ces systèmes psychiques, la psychanalyse a fait un pas de plus dans la direction qui l'éloigne de la psychologie de conscience descriptive. Elle s'est donné une nouvelle façon de poser les problèmes et un nouveau contenu. Ce qui l'a distingué jusque-là de la psychologie, c'était principalement la conception dynamique des processus psychiques. À cela s'ajoute maintenant sa décision de se référer également à la topique psychique et d'indiquer, pour un acte psychique quelconque, à l'intérieur de quel système ou bien entre quels systèmes il se joue. Cette entreprise lui a également valu le nom de psychologie des profondeurs. Elle peut être enrichie par un autre point de vue encore, comme nous allons le voir. Si nous voulons prendre au sérieux une topique des actes psychiques, nous devons porter notre intérêt sur une question qui surgit à cet endroit et nous met dans l'embarras. Si un acte psychique fait l'objet d'une transposition du système inconscient dans le système conscient, devons-nous admettre qu'à cette transposition est liée une fixation nouvelle, pour ainsi dire une deuxième inscription de la représentation en question, inscription qui peut donc être aussi contenue dans une nouvelle localité psychique et à côté de laquelle persiste l'inscription inconsciente originaire? Ou bien devons-nous plutôt croire que la transposition consiste en un changement d'état qui se fait sur le même matériel et dans la même localité? Cette question peut paraître abstruse. Il faut pourtant la soulever si nous voulons nous faire une idée plus précise de la topique psychique, de la dimension de profondeur du psychique. C'est une question difficile parce qu'elle dépasse la simple psychologie et ne va pas s'en toucher aux relations de l'appareil psychique à l'anatomie. Nous savons que de telles relations, au sens large, existent. L'activité psychique est liée à la fonction du cerveau comme elle ne l'est à aucun autre organe. C'est là un résultat inébranlable de la recherche. On est allé un peu plus loin, mais sans savoir jusqu'où, en découvrant que les parties du cerveau ont des valeurs inégales et des relations différentielles à des parties du corps et à des activités mentales déterminées. Mais toutes les tentatives pour deviner, à partir de là, une localisation des processus psychiques, tous les efforts pour penser les représentations comme emmagasinées dans des cellules nerveuses et pour faire voyager les excitations sur des fibres nerveuses ont radicalement échoué. Le même destin s'offrirait à une théorie qui envisageait de reconnaître dans le cortex le lieu anatomique du système conscient, de l'activité psychique consciente, et de placer les processus inconscients dans les parties subcorticales du cerveau. Il y a là une lacune manifeste, qu'il n'est pas possible actuellement de combler et qui, de plus, ne relève pas des tâches de la psychologie. Pour le moment, notre topique psychique n'a rien à voir avec l'anatomie. Elle se réfère à des régions de l'appareil psychique ou qu'elle se situe dans le corps et non à des localités anatomiques. Notre travail est donc libre sous ce rapport et peut progresser selon ses propres besoins. Il sera également utile de se souvenir que nos hypothèses ne peuvent prétendre d'abord avoir d'autres valeurs que celles d'une représentation figurée.
La première des deux possibilités envisagées est sans doute la plus grossière, mais aussi la plus commode. La seconde hypothèse, celle d'un changement d'état simplement fonctionnel, est d'entrée la plus vraisemblable, mais elle est moins souple, moins facile à manier. À la première, l'hypothèse topique est liée à l'hypothèse d'une séparation topique des systèmes inconscients et conscients, ainsi que la possibilité, pour une représentation, d'être présente simultanément en deux endroits de l'appareil psychique, et même régulièrement, quand elle n'est pas inhibée par la censure, de s'avancer d'un lieu à l'autre, éventuellement sans quitter son premier emplacement, sa première inscription. Cela peut paraître étrange, mais s'appuie sur des impressions issues de la pratique psychanalytique. Si l'on communique à un patient une représentation qu'il a, à un moment donné, refoulée, et que l'on a devinée, cela ne change d'abord rien à son état psychique. Et notamment, ce n'est pas parce que la représentation précédemment inconsciente est maintenant devenue consciente que le refoulement est levé et ses effets supprimés, comme on pouvait peut-être s'y attendre. Au contraire, on n'obtiendra tout d'abord qu'un refus renouvelé de la représentation refoulée. Mais maintenant, le patient a effectivement la même représentation sous une double forme et en des endroits différents de son appareil psychique. Premièrement, il dispose du souvenir conscient de la trace acoustique de la représentation qui lui a été communiquée. Et deuxièmement, comme nous le savons avec certitude, il porte en lui, à côté de ce souvenir mais sous l'ancienne forme, le souvenir inconscient de ce qui a été vécu. En réalité, la suppression du refoulement n'intervient pas avant que la représentation consciente, une fois surmontées les résistances, ne soit entrée en liaison avec les traces mnésiques inconscientes. C'est seulement quand ces dernières sont elles-mêmes rendues conscientes que le succès est atteint. Par là, il semblerait s'avérer, à un examen superficiel, que les représentations conscientes et inconscientes sont les inscriptions, différentes et topiquement séparées, d'un même contenu. Mais la moindre réflexion montre que l'identité du souvenir communiqué et du souvenir refoulé du patient n'est qu'apparente. Avoir entendu et avoir vécu sont deux choses de nature psychologique tout à fait différentes, même si elles ont un contenu identique. Ainsi, nous ne sommes pas d'emblée en mesure de trancher entre les deux possibilités discutées. Peut-être rencontrerons-nous par la suite des facteurs susceptibles de faire pencher la balance en faveur de l'une des deux. Peut-être allons-nous découvrir que notre façon de poser le problème était insuffisante et que la distinction de la représentation inconsciente d'avec la représentation consciente doit être déterminée tout autrement. Partie 3. Sentiment inconscient. Nous avons limité les discussions précédentes aux représentations, et nous pouvons à présent soulever une nouvelle question. La réponse doit contribuer à éclaircir nos vues théoriques. Nous disions qu'il y avait des représentations conscientes et des représentations inconscientes. Mais y a-t-il aussi des émotions pulsionnelles, des sentiments, des sensations inconscients, ou bien, dans leur cas, de telles alliances de mots sont-elles dénuées de sens? En fait, je pense que l'opposition entre conscient et inconscient ne s'applique pas à la pulsion. Une pulsion ne peut jamais devenir objet de la conscience. Seule le peut la représentation qui la représente. Mais dans l'inconscient aussi, la pulsion ne peut être représentée que par la représentation. Si la pulsion n'était pas attachée à une représentation ou n'apparaissait pas sous forme d'état d'affect, nous ne pourrions rien savoir d'elle. Mais si nous parlons cependant d'une motion pulsionnelle inconsciente ou d'une motion pulsionnelle refoulée, c'est là une négligence d'expression sans conséquence. Nous ne pouvons rien entendre d'autre qu'une motion pulsionnelle dont le représentant-représentation est inconscient, car il n'est là question de rien d'autre. On devrait penser que la réponse à la question concernant les sensations, sentiments et affects inconscients est aussi facile à donner. Pourtant, il est de l'essence d'un sentiment d'être perçu, donc d'être connu de la conscience. Ainsi, pour les sentiments, les sensations, les affects, la possibilité d'être inconscient disparaîtrait totalement. Mais dans la pratique psychanalytique, nous avons l'habitude de parler d'amour, de haine, de rage, etc. inconscient. Et nous trouvons même inévitable l'étrange union conscience de culpabilité inconsciente, ou une paradoxale angoisse inconsciente. Cette façon de parler a-t-elle plus de signification que lorsqu'on parle de pulsion inconsciente? En fait, les choses se présentent ici différemment. Il peut d'abord arriver qu'une motion d'affect ou de sentiment soit perçue mais méconnue. Son propre représentant ayant été refoulé, elle a été contrainte de se rattacher à une autre représentation,
et elle est maintenant tenue par la conscience pour la manifestation de cette dernière. Quand nous rétablissons la connexion exacte, nous appelons inconsciente la motion d'affect originaire, bien que son affect n'ait jamais été inconscient et que seule sa représentation ait succombé au refoulement. L'emploi des expressions affect inconscient et sentiment inconscient renvoie surtout au destin que connaît le facteur quantitatif de la motion pulsionnelle par suite du refoulement. Nous savons que ce destin peut être de trois types. Ou bien l'affect subsiste tel quel, ou bien il subit une transformation en un quantum d'affect qualitativement différent, principalement en angoisse, ou bien il est réprimé, c'est-à-dire que son développement est franchement empêché. Nous savons aussi que la répression du développement de l'affect est le but spécifique du refoulement et que le travail de celui-ci reste inachevé tant que le but spécifique n'est pas atteint. Dans tous les cas où le refoulement réussit à inhiber le développement de l'affect, nous appelons inconscients les affects que nous rétablissons en redressant le travail du refoulement. On ne peut donc nier que cette façon de parler soit conséquente avec elle-même. Mais il existe une différence notable par rapport à la représentation inconsciente. Celle-ci, une fois refoulée, demeure dans le système inconscient comme formation réelle, tandis qu'à l'affect inconscient ne correspond en ce même lieu qu'un rudiment qui n'a pas pu parvenir à se développer. Ainsi, et bien qu'on ne puisse réprouver cette façon de parler, il n'y a pas au sens strict d'affect inconscient, comme il y a des représentations inconscientes. Mais il peut très bien y avoir dans le système inconscient des formations d'affect qui deviennent conscientes comme les autres. Toute la différence vient de ce que les représentations sont des investissements, tandis que les affects et sentiments correspondent à des processus de décharge dont les manifestations finales sont perçues comme sensations. En l'état actuel de notre connaissance des affects et des sentiments, nous ne pouvons exprimer plus clairement cette différence. Le refoulement peut donc réussir à inhiber la transposition de la motion pulsionnelle en manifestation de l'affect. Cette constatation est pour nous d'un intérêt particulier. Elle nous montre que, normalement, le système conscient régit l'affectivité aussi bien que l'accès à la motilité. Elle accroît également la valeur du refoulement en montrant que celui-ci a pour conséquence d'empêcher non seulement l'accès à la conscience, mais aussi le développement de l'affect et le déclenchement de l'activité musculaire. Nous pouvons également dire, en présentant les choses inversement, aussi longtemps que le système conscient régit l'affectivité et la motilité, nous appelons normal l'état psychique de l'individu. Il y a cependant une différence indéniable dans la relation existante entre les deux actions de décharge voisine et le système qui les régit. Tandis que la domination du conscient sur la motilité volontaire est fermement établie, qu'elle résiste normalement à l'assaut de la névrose et ne s'effondre que dans la psychose, la domination du développement de l'affect par CS est moins ferme. En restant toujours dans les limites de la vie normale, on voit les deux systèmes CS et ICS lutter constamment pour s'assurer le primat dans le domaine de l'affectivité. Certaines sphères d'influence se délimiter les unes par rapport aux autres et des conjonctions des forces en action se produire. L'importance du système CS en ce qui concerne l'accès à la libération de l'affect et à l'action nous rend aussi intelligible le rôle dévolu à la représentation substitutive dans la constitution de la maladie. Il est possible que le développement de l'affect parte directement du système ICS. Dans ce cas, il a toujours un caractère d'angoisse, angoisse contre laquelle tous les affects refoulés sont échangés. Mais il arrive aussi, fréquemment, que la motion pulsionnelle doive attendre jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une représentation substitutive dans le système CS. Alors, le développement de l'affect est rendu possible à partir de ce substitut conscient, et c'est la nature de ce dernier qui détermine le caractère qualitatif de l'affect. Nous avons affirmé que, lors du refoulement, a lieu une séparation de l'affect d'avec sa représentation, sur quoi tous deux s'en vont vers leur destin distinct. Cela est incontestable du point de vue descriptif, mais le véritable processus est en règle générale qu'un affect ne se produit pas tant que n'a pas réussi la percée qui lui donne une nouvelle façon d'être représenté dans le système conscient. Partie 4. Topique et dynamique du refoulement. Nous avons établi que le refoulement est essentiellement un processus qui opère sur des représentations à la limite des systèmes ICS et CS. Et maintenant, nous pouvons faire un nouvel essai de description plus approfondi de ce processus. Il doit nécessairement s'agir d'un retrait d'investissement. Mais la question se pose de savoir dans quel système a lieu le retrait et à quel système appartient l'investissement retiré.
La représentation refoulée reste dans l'inconscient capable d'action. Elle a donc nécessairement conservé son investissement. Ce qui a été retiré doit être autre chose. Si nous prenons le cas du refoulement proprement dit, le refoulement après coup, et de la manière dont il agit sur les représentations préconscientes ou même déjà conscientes, alors le refoulement ne peut consister qu'en ceci. À la représentation est retiré l'investissement conscient qui appartient au système préconscient. La représentation demeure ensuite désinvestie, ou bien elle reçoit un investissement de l'ICS, ou encore elle conserve l'investissement ICS qu'elle avait déjà. Donc, retrait de l'investissement préconscient, conservation de l'investissement inconscient ou substitution à l'investissement préconscient d'un investissement inconscient. Remarquons d'ailleurs que nous avons, pour ainsi dire, sans le faire exprès, fondé ces considérations sur l'hypothèse qui veut que le passage du système ICS dans un système voisin ne s'effectue pas par une nouvelle inscription, mais par un changement d'état, une modification dans l'investissement. L'hypothèse fonctionnelle a ici évincé sans peine l'hypothèse topique. Mais ce processus de retrait de la libido ne suffit pas à rendre intelligible un autre caractère du refoulement. On ne voit pas pourquoi la représentation qui est restée investie ou qui a reçu un investissement provenant d'ICS ne tenterait pas à nouveau, forte de son investissement, de faire irruption dans le système PCS. Dans ce cas, le retrait de la libido portant sur celle-ci devrait se répéter et le même jeu continuerait interminablement, mais le résultat ne serait pas celui du refoulement. De même, le mécanisme dont nous parlons ferait défaut quand il s'agirait de nous fournir une présentation du refoulement originaire. Dans ce cas, en effet, on a affaire à une représentation inconsciente qui n'a encore reçu aucun investissement du préconscient et qui ne peut donc pas non plus s'en voir retirer. Nous avons donc besoin ici d'un autre processus qui, dans le premier cas, maintient le refoulement et dans le second, a pour rôle de le constituer et de le faire durer. Nous ne pouvons le trouver qu'en admettant l'existence d'un contre-investissement par lequel le système PCS se protège contre la poussée de la représentation inconsciente. Nous verrons, sur des exemples cliniques, comment se manifeste un tel contre-investissement qui a lieu dans le système préconscient. C'est lui qui représente la dépense permanente d'un refoulement originaire, mais aussi qui garantit la permanence de celui-ci. Le contre-investissement est le seul mécanisme du refoulement originaire. Dans le refoulement proprement dit, il s'y ajoute le retrait de l'investissement préconscient. Il est tout à fait possible que ce soit précisément l'investissement retiré à la représentation qui soit utilisé pour le contre-investissement. Remarquons comment, peu à peu, dans la présentation des phénomènes psychiques, nous en sommes venus à faire valoir, outre les points de vue dynamiques et topiques, le point de vue économique, qui s'efforce de suivre les destins des quantités d'excitation et d'obtenir une évaluation au moins relative de celle-ci. Il n'est pas sans importance pour nous de qualifier d'un nom particulier le mode d'appréhension qui constitue l'achèvement de la recherche psychanalytique. Je propose de parler de présentation métapsychologique lorsque nous réussissons à décrire un processus psychique sous les rapports dynamiques, topiques et économiques. Il est à prévoir que dans l'état actuel de nos connaissances, nous n'y parviendrons que sur des points isolés. Risquons une description métapsychologique du processus de refoulement dans les 3 névroses de transfert connues. Nous pouvons remplacer investissement par libido, puisqu'il s'agit bien, comme nous le savons, des destins de pulsions sexuelles. Dans l'hystérie d'angoisse, une première phase du processus souvent n'est qu'entrevue, ou peut-être même est franchement négligée, mais une observation attentive la reconnaît aisément. Elle consiste en ceci, que l'angoisse apparaît sans que soit perçu ce sur quoi elle porte. Il faut admettre qu'il existait dans l'inconscient une notion d'amour, qui réclamait une transposition dans le système préconscient. Mais l'investissement dirigé depuis ce système vers la motion s'est retiré d'elle à la manière d'une tentative de fuite, et l'investissement libidinal inconscient de la représentation écartée a été déchargé sous forme d'angoisse. Une répétition éventuelle du processus a permis d'entreprendre un premier pas vers la maîtrise du développement désagréable d'angoisse. L'investissement dans sa fuite s'est dirigé sur une représentation substitutive qui, d'une part, était dans un rapport associatif avec la représentation écartée, et d'autre part, étant éloignée d'elle, était sous-traite au refoulement et permettait une rationalisation du développement d'angoisse encore impossible à inhiber. La représentation substitutive joue dès lors, pour le système conscient, le rôle d'un contre-investissement dans la mesure où elle le garantit contre l'émergence dans le conscient de la représentation refoulée. D'autre part,
Elle est le point de départ de la libération d'un affect d'angoisse qui ne devient qu'à ce moment tout à fait impossible à inhiber. L'observation clinique montre que, par exemple, un enfant souffrant d'une phobie d'animaux ne ressent de l'angoisse que sous deux sortes de conditions. Premièrement, quand la notion d'amour refoulé connaît un renforcement, et deuxièmement, quand l'animal d'angoisse est perçu. La représentation substitutive se comporte donc, dans ce cas, comme le lieu d'une transition du système inconscient au système conscient, et dans l'autre cas, comme une source autonome de la libération d'angoisse. L'extension de la domination du système conscient se manifeste habituellement par le fait que le premier mode d'excitation de la représentation substitutive s'efface de plus en plus devant le second. Peut-être l'enfant se comporte-t-il finalement comme s'il n'avait absolument aucune inclination pour le père, comme s'il était tout à fait libéré de lui, et comme si c'était réellement l'animal qui provoquait son angoisse. À ceci près toutefois que cette angoisse d'animal, alimentée par une source pulsionnelle inconsciente, s'avère démesurée et récalcitrante face à toutes les influences venant du système conscient et révèle par là que son origine est dans le système inconscient. Le contre-investissement provenant du système conscient a donc conduit, dans la deuxième phase de l'hystérie d'angoisse, à une formation de substitut. Le même mécanisme trouve bientôt une nouvelle application. Le processus de refoulement, comme nous le savons, n'est pas encore terminé. Il se trouve un autre but, dans la tâche qui consiste à inhiber le développement d'angoisse émanant du substitut. Cela se passe de la façon suivante. L'ensemble de l'environnement associé à la représentation substitutive est investi avec une particulière intensité, en sorte qu'il peut montrer une grande sensibilité à l'excitation. L'excitation d'un endroit quelconque de cette partie avancée doit, en raison de la connexion avec la représentation substitutive, déclencher un développement d'angoisse minime, qui est alors utilisé comme signal pour inhiber, par une nouvelle fuite de l'investissement, le progrès ultérieur du développement d'angoisse. Plus les contre-investissements sensibles et vigilants sont situés loin du substitut redouté, plus grande est la précision avec laquelle peut fonctionner le mécanisme qui doit isoler la représentation substitutive et tenir les nouvelles excitations à l'écart de celle-ci. Naturellement, ces précautions ne protègent que contre les excitations qui parviennent de l'extérieur, au moyen de la perception, jusqu'à la représentation substitutive, mais jamais contre l'excitation pulsionnelle, qui, venant de la liaison avec la représentation refoulée, atteint la représentation substitutive. Elle ne commence donc à agir que lorsque le substitut a bien assumé sa fonction de représenter le refoulé, et on ne peut jamais se fier entièrement à leur action. À chaque accroissement de l'excitation pulsionnelle, le rempart protecteur entourant la représentation substitutive doit être avancé un peu plus. Toute cette construction, qui se produit d'une manière analogue dans les autres névroses, porte le nom de phobie. La fuite devant l'investissement conscient de la représentation substitutive s'exprime dans les évitements, renonciations et interdits, à quoi l'on reconnaît l'hystérie d'angoisse. Si l'on considère le processus dans son ensemble, on peut dire que la troisième phase a répété le travail de la deuxième sur une plus grande échelle. Le système conscient se protège maintenant contre l'activation de la représentation substitutive par le contre-investissement de l'environnement, comme s'il s'était auparavant garanti par l'investissement de la représentation substitutive contre l'émergence de la représentation refoulée. La formation de substituts par déplacement s'est prolongée de cette manière. Il faut aussi ajouter que le système conscient ne possédait initialement qu'une petite place qui puisse servir de porte à l'irruption de la motion pulsionnelle refoulée. Et c'était précisément la représentation substitutive. Mais à la fin, c'est toute la construction avancée phobique qui correspond à cette enclave de l'influence inconsciente. On peut en outre dégager une perspective intéressante. Par l'ensemble du mécanisme de défense mis en œuvre, on a obtenu une projection du danger pulsionnel vers l'extérieur. Le moi se comporte comme si le danger d'un développement d'angoisse ne venait pas d'une motion pulsionnelle mais d'une perception. Et il est donc fondé à réagir contre ce danger extérieur par les tentatives de fuite que sont les évitements phobiques. Avec ce processus, le refoulement réussit sur ce point. La libération d'angoisse peut être, dans une certaine mesure, endiguée. Toutefois, ce n'est qu'au prix de lourds sacrifices en liberté personnelle. Mais les tentatives de fuite devant les revendications pulsionnelles sont en général vaines, et le résultat de la fuite phobique n'est pas, en fin de compte, satisfaisant. Une grande partie des conditions que nous avons reconnues dans l'hystérie d'angoisse vaut également pour les deux autres névroses. Aussi, pourrons-nous limiter l'examen aux différences et au rôle du contre-investissement. Dans l'hystérie de conversion, l'investissement pulsionnel de la représentation refoulée est transposé dans l'innervation du symptôme. Dans quelle mesure et dans quelles circonstances la représentation inconsciente est drainée
par cette décharge jusqu'à l'innervation, en sorte qu'elle peut abandonner sa poussée contre le système conscient, c'est là une question qu'il vaut mieux réserver, avec d'autres semblables, pour une recherche spéciale sur l'hystérie. Dans l'hystérie de conversion, le rôle du contre-investissement qui provient du système conscient est clair. Il se montre dans la formation du symptôme. C'est le contre-investissement qui choisit, dans le représentant de la pulsion, le fragment sur lequel pourra être concentré tout l'investissement de celui-ci. Ce fragment choisi pour le symptôme remplit une condition: fournir une expression, aussi bien au but de désir de la motion pulsionnelle qu'à la tendance du système conscient à se défendre ou à se punir. Il est donc surinvesti et maintenu de deux côtés, comme la représentation substitutive de l'hystérie d'angoisse. Nous pouvons directement conclure de cette relation que la dépense en refoulement du système conscient n'a pas besoin d'être aussi grande que l'énergie d'investissement du symptôme, car la force du refoulement se mesure au contre-investissement mis en œuvre, tandis que le symptôme s'appuie non seulement sur le contre-investissement, mais aussi sur l'investissement pulsionnel condensé en lui et issu du système inconscient. Quant à la névrose obsessionnelle, nous n'aurions qu'une remarque à ajouter à celle du précédent article. Ici, de toute évidence, le contre-investissement du système conscient vient au premier plan. C'est lui qui, organisé en formation réactionnelle, s'acquitte du premier refoulement, et c'est sur lui que réussit ultérieurement la percée de la représentation refoulée. Il nous est permis d'avancer l'idée que c'est en raison de la prépondérance du contre-investissement et du manque d'une décharge que l'œuvre du refoulement apparaît beaucoup moins réussie dans l'hystérie d'angoisse et la névrose obsessionnelle que dans l'hystérie de conversion. Partie 5. Les propriétés particulières du système inconscient. La distinction des deux systèmes psychiques prend une signification nouvelle quand nous prêtons attention au fait que les processus de l'un des systèmes de l'inconscient manifestent des propriétés qui ne se retrouvent pas dans le système immédiatement supérieur. Le noyau de l'inconscient est constitué par des représentants de la pulsion qui veulent décharger leur investissement, donc par des motions de désir. Ces motions pulsionnelles sont coordonnées les unes aux autres, persistent les unes à côté des autres sans s'influencer réciproquement et ne se contredisent pas entre elles. Lorsque deux motions de désir, dont les buts devraient nous paraître inconciliables, sont activées simultanément, les deux motions ne se soustraient pas l'une de l'autre, ni ne se suppriment l'une l'autre, mais elles concourent à la formation d'un but intermédiaire, d'un compromis. Il n'y a dans ce système ni négation, ni doute, ni degré dans la certitude. Tout cela n'est introduit que par le travail de la censure entre inconscient et préconscient. La négation est un substitut du refoulement à un niveau supérieur. Dans l'inconscient, il n'y a que des contenus plus ou moins fortement investis. Il y règne une beaucoup plus grande mobilité des intensités d'investissement. Par le processus de déplacement, une représentation peut transmettre tout son quantum d'investissement à une autre, par celui de condensation, s'approprier tout l'investissement de plusieurs autres. J'ai proposé de considérer ces deux processus comme signes caractéristiques de ce que nous appelons le processus psychique primaire. Dans le système préconscient, règne le processus secondaire. Dans le cas où un tel processus primaire peut se dérouler sur des éléments du système préconscient, il apparaît comique et provoque le rire. Les processus du système inconscient sont intemporels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ordonnés dans le temps, ne sont pas modifiés par l'écoulement du temps, n'ont absolument aucune relation avec le temps. La relation au temps, elle aussi, est liée au travail du système conscient. Pas davantage, les processus inconscients n'ont égard à la réalité, ils sont soumis au principe de plaisir. Leur destin ne dépend que de leur force et de leur conformité ou non-conformité aux exigences de la régulation plaisir-déplaisir. Résumons-nous. Absence de contradiction, processus primaire, c'est-à-dire mobilité des investissements, intemporalité et substitution à la réalité extérieure de la réalité psychique. Tels sont les caractères que nous devons nous attendre à trouver au processus appartenant au système inconscient. Les processus inconscients ne nous sont connaissables que dans les conditions du rêve et des névroses, donc dans des circonstances où des processus du système supérieur, le système préconscient, ont été rabaissés à un stade antérieur. En eux-mêmes, ils sont inconnaissables et même incapables d'exister, parce que le système inconscient a été recouvert très tôt par le système préconscient, qui s'est emparé de l'accès à la conscience et à la motilité. La décharge du système inconscient dans l'innervation somatique va donner le développement d'affect, mais ce moyen de décharge lui est contesté, comme nous l'avons vu, par le préconscient. À lui seul, le système inconscient ne saurait mener à bien dans des conditions normales aucune action musculaire appropriée, à l'exception de celles qui sont déjà organisées sous forme de réflexes.
La pleine signification des caractères du système inconscient, caractères que nous venons de décrire, ne pourrait nous apparaître dans toute sa clarté qu'à partir du moment où nous les confronterions et les mesurerions aux propriétés du système préconscient. Mais cela nous entraînerait si loin que je propose ici encore de surseoir et de n'entreprendre la comparaison des deux systèmes qu'en relation avec l'examen approfondi du système le plus élevé. Nous ne mentionnerons donc d'ores et déjà que ce qui est le plus urgent. Les processus du système préconscient montrent une inhibition de la tendance à la décharge des représentations investies. Lorsque le processus passe d'une représentation à une autre, la première conserve une partie de son investissement et seule une petite part subit le déplacement. Des déplacements et des condensations tels que ceux qui se produisent dans le cas du processus primaire sont exclus ou très limités. Cet état de choses a conduit Breuer à admettre l'existence dans la vie psychique de deux états différents de l'énergie d'investissement. Un état d'énergie toniquement lié et un état d'énergie librement mobile, tendant à la décharge. Je crois que cette distinction représente jusqu'à ce jour notre vue la plus profonde sur la nature de l'énergie nerveuse. Et je ne vois pas comment on peut l'éviter. Nous aurions un besoin urgent, afin de nous représenter les choses du point de vue métapsychologique, de poursuivre la discussion sur ce point. Au système préconscient reviennent encore l'instauration d'une capacité de communication entre les contenus des représentations, de sorte qu'ils puissent s'influencer réciproquement, l'ordonnance temporelle de ces contenus, l'introduction de la censure, ou de plusieurs censures, l'épreuve de réalité et le principe de réalité. La mémoire consciente, elle aussi, paraît dépendre totalement du préconscient. Elle doit être nettement distinguée des traces mnésiques dans lesquelles se fixent les expériences vécues de l'inconscient, et correspond vraisemblablement à une inscription particulière, telle que celle que nous voulions admettre en ce qui concerne le rapport de la représentation consciente à la représentation inconsciente, mais que nous avons alors rejetée. C'est dans ce contexte que nous trouverons aussi le moyen de mettre fin à notre hésitation concernant la dénomination du système le plus élevé, que nous appelons actuellement de façon indifférente, tantôt préconscient, tantôt conscient. Il y a lieu aussi de mettre en garde contre une généralisation prématurée de ce que nous avons dégagé ici au sujet de la répartition des opérations psychiques entre les deux systèmes. Nous décrivons les choses telles qu'elles se présentent chez l'homme adulte, chez lequel le système inconscient au sens strict ne fonctionne que comme niveau préliminaire de l'organisation supérieure. Quant à savoir quels sont le contenu et les relations de ce système au cours du développement individuel et quelle signification lui revient chez l'animal, cela ne peut se déduire de notre description, mais doit faire l'objet d'une recherche indépendante. Nous devons encore nous attendre à découvrir chez l'homme des conditions pathologiques dans lesquelles les deux systèmes changent de contenu comme de caractère, ou même les échanges entre eux. Partie 6. Les rapports entre les deux systèmes. Il ne serait pourtant pas juste de se représenter que l'inconscient reste en repos, tandis que tout le travail psychique serait exécuté par le préconscient, que l'inconscient serait quelque chose hors d'usage, un organe rudimentaire, un résidu du développement. Il serait faux également d'admettre que les rapports entre les deux systèmes se limitent à l'acte du refoulement, le préconscient jetant dans le gouffre de l'inconscient tout ce qui lui apparaît perturbant. L'inconscient est au contraire vivant, capable d'évoluer, et il entretient un grand nombre d'autres relations avec le préconscient, parmi lesquelles aussi la coopération. En une formule condensée, on doit dire que l'inconscient se prolonge dans ce qu'on nomme ses rejetons. Il est accessible à l'action des événements de la vie, il exerce une influence permanente sur le préconscient, et il est même de son côté soumis aux influences venant de la part du préconscient. L'étude des rejetons de l'inconscient décevra profondément notre attente de trouver une distinction d'une pureté schématique entre les deux systèmes psychiques. Cela ne manquera pas de susciter de l'insatisfaction à l'égard de nos résultats et sera vraisemblablement utilisé à mettre en doute la valeur de la séparation des processus psychiques tels que nous l'opérons. Mais nous ferons valoir que notre tâche consiste seulement à traduire les résultats de l'observation en théorie. Et nous ne nous sentons pas obligés d'arriver du premier coup à une théorie bien polie et qui se recommande par sa simplicité. Nous prenons la défense des complications de la théorie tant qu'elle se montre adéquate à l'observation, sans renoncer à l'espoir qu'elle nous conduise finalement à la connaissance d'un état de choses qui, simple en lui-même, puisse se conformer aux complications de la réalité. Parmi les rejetons d'émotions pulsionnelles inconscientes présentant le caractère que nous venons de décrire, il en est qui réunissent en eux des déterminations opposées. D'une part, ils sont hautement organisés,
dépourvus de contradictions. Ils ont utilisé toutes les acquisitions du système conscient. Et notre jugement aurait bien de la peine à les distinguer des formations de ce système. D'autre part, ils sont inconscients et ne sont pas susceptibles de devenir conscients. Ils appartiennent donc qualitativement au système préconscient, mais en fait à l'inconscient. C'est leur origine qui reste décisive pour leur destin. Il faut les comparer au sang mêlé des races humaines qui en gros ressemblent presque aux blancs, mais qui, par tel ou tel trait frappant, trahissent leur origine de couleur et de ce fait demeurent exclus de la société et ne jouissent d'aucune des prérogatives des blancs. À cette espèce appartiennent les formations fantasmatiques des hommes normaux, comme les névrosés, dans lesquels nous avons reconnu les degrés préliminaires de la formation du rêve et du symptôme. En dépit de leur haute organisation, elles restent refoulées et en tant que telles ne peuvent devenir conscientes. Elles approchent tout près de la conscience, restent là sans être troublées aussi longtemps qu'elles n'ont pas un investissement intense, mais sont renvoyées dès qu'elles dépassent un certain niveau d'investissement. Parmi ces rejetons de l'inconscient qui sont plus hautement organisés, on trouve aussi les formations substitutives. Mais celles-ci réussissent à pénétrer dans la conscience grâce à une circonstance favorable, comme par exemple la conjonction avec un contre-investissement du préconscient. Lorsque nous examinerons de manière plus approfondie, en un autre passage, les conditions du devenir conscient, une partie des difficultés qui surgissent ici se résoudra. Ici, nous pouvons trouver commode de confronter à la façon dont jusqu'à présent nous envisagions les choses à partir de l'inconscient des considérations développées en se plaçant du point de vue de la conscience. La totalité des processus psychiques se présente à la conscience comme le royaume du préconscient. Une très grande partie de ce préconscient tire son origine de l'inconscient, présente le caractère des rejetons de l'inconscient et est soumise à une censure avant de pouvoir devenir consciente. Une autre partie du préconscient est susceptible de devenir consciente sans censure. Nous arrivons ici à un résultat en contradiction avec une hypothèse antérieure. En examinant le problème du refoulement, nous avons été contraints de situer entre les systèmes inconscients et préconscients la censure qui décide du devenir conscient. Maintenant, nous sommes portés à placer une censure entre le préconscient et le conscient. Mais nous ferons bien de ne point percevoir dans cette complication une difficulté, en admettant au contraire qu'à tout passage d'un système dans le système immédiatement supérieur, donc à tout progrès vers un niveau plus élevé d'organisation psychique, correspond une nouvelle censure. L'hypothèse d'un renouvellement continuel des inscriptions tombe, il faut bien le dire, de ce fait. Il faut chercher la raison de toutes ces difficultés en ce que le fait d'être conscient, le seul caractère des processus psychiques qui nous soit donné de façon immédiate, n'est en aucune façon de nature à fournir un critère de distinction. Sans parler du fait que le conscient n'est pas toujours conscient, mais est aussi par moments latent, l'observation nous a montré que beaucoup de ce qui partage les propriétés du système préconscient ne devient pas conscient. Enfin, nous avons encore à apprendre que le devenir conscient est restreint par telle ou telle orientation de l'attention. La conscience n'a donc de rapport simple ni avec les systèmes ni avec le refoulement. La vérité est que non seulement le refoulé psychique demeure étranger à la conscience, mais aussi une partie des notions qui régissent notre moi, par conséquent ce qui s'oppose fonctionnellement de la manière la plus forte au refoulé. Dans la mesure où nous voulons accéder à une conception métapsychologique de la vie psychique, nous devons apprendre à nous émanciper de l'importance accordée au symptôme fait d'être conscient. Tant que nous nous accrochons à lui, nous voyons régulièrement nos propositions générales battues en brèche par des exceptions. Nous voyons que des rejetons du préconscient deviennent conscients sous la forme de formations substitutives et de symptômes. En règle générale, cela se produit après que l'inconscient a subi des déformations considérables, mais souvent, beaucoup de caractères qui appellent le refoulement sont maintenus. Nous découvrons que demeurent inconscientes beaucoup de formations préconscientes dont nous avions tout lieu de penser que leur nature leur permettait parfaitement de devenir conscientes. Il est vraisemblable que dans leur cas, ce qui compte, c'est que l'attraction de l'inconscient est plus forte. Nous sommes conduits à ne pas chercher la différence la plus importante entre le conscient et le préconscient, mais au contraire entre le préconscient et l'inconscient. L'inconscient, à la frontière du préconscient, est renvoyé par la censure. Ces rejetons peuvent tourner cette censure, parvenir à un haut degré d'organisation, accroître leur investissement dans le préconscient jusqu'à une certaine intensité, puis, lorsqu'ils ont dépassé celle-ci et veulent s'imposer à la conscience, ils sont reconnus comme rejetons de l'inconscient et se voient refouler de nouveau
à une nouvelle frontière. Ainsi, la première censure fonctionne contre l'inconscient lui-même, la seconde contre les rejetons préconscients de l'inconscient. On pourrait donc supposer que la censure s'est avancée d'un pas au cours du développement individuel. La cure psychanalytique nous apporte la preuve inattaquable de l'existence de la seconde censure, celle qui se situe entre les systèmes préconscients et conscients. Nous imposons aux patients de former quantité de rejetons de l'inconscient, et pour ce faire, nous le mettons en devoir de surmonter les objections que la censure oppose au devenir conscient de ces formations préconscientes. Et la victoire sur cette censure nous ferait la voie d'une abolition du refoulement, qui est l'œuvre de la censure précédente. Ajoutons encore la remarque suivante. L'existence de la censure entre préconscient et conscient nous avertit que le devenir conscient n'est pas un pur et simple acte de perception, mais vraisemblablement aussi un surinvestissement, un nouveau progrès dans l'organisation psychique. Considérons maintenant les rapports de l'inconscient avec les autres systèmes, moins pour établir des points nouveaux que pour ne pas manquer ce qui est le plus évident. Aux racines de l'activité pulsionnelle, les systèmes communiquent les uns avec les autres de la manière la plus large. Une partie des processus qui se trouvent excités là passe par l'inconscient comme par un niveau préparatoire et atteint sa plus haute mise en forme psychique dans le conscient, une autre partie étant retenue comme inconscient. Mais l'inconscient est en outre atteint par les expériences vécues provenant de la perception extérieure. Toutes les voies qui mènent de la perception à l'inconscient demeurent normalement libres. Seules celles qui, partant de l'inconscient, conduisent plus loin sont soumises à un barrage par le refoulement. Il est très remarquable que l'inconscient d'un homme peut réagir à l'inconscient d'un autre homme en tournant le conscient. Ce fait mérite un examen plus approfondi, en particulier pour savoir si toute activité préconsciente peut être exclue d'un phénomène qui demeure au niveau descriptif incontestable. Le contenu du système préconscient ou conscient provient pour une part de la vie pulsionnelle, pour une autre part de la perception. On peut se demander jusqu'à quel point les processus de ce système peuvent exercer une action directe sur l'inconscient. L'investigation de cas pathologiques montre souvent que l'inconscient possède une indépendance et une indifférence à toute influence presque incroyable. Une complète divergence des tendances, une rupture absolue entre les deux systèmes caractérise d'une manière générale l'état pathologique. Cependant, la cure psychanalytique est fondée sur l'influence qu'exerce le conscient sur l'inconscient et montre en tout cas que ce résultat, si difficile que ce soit, n'est pas impossible à obtenir. Les rejetons de l'inconscient qui font l'intermédiaire entre les deux systèmes nous feraient, comme nous l'avons déjà mentionné, la voie pour produire cet effet. Mais nous pouvons bien admettre que la modification spontanée de l'inconscient par le conscient est un processus difficile et qui se déroule lentement. Une coopération entre une motion préconsciente et une motion inconsciente, même si celle-ci est intensément refoulée, peut se produire si la situation est telle que la motion inconsciente peut agir dans le même sens qu'une des tendances dominantes. Pour cette fois, le refoulement est aboli. L'activité refoulée est admise en tant qu'elle renforce celle que se propose le moi. L'inconscient devient pour cette seule constellation conforme au moi sans que rien par ailleurs soit changé à son refoulement. On ne peut méconnaître en cette coopération le succès de l'inconscient. Les tendances renforcées se comportent bien d'une autre façon que les tendances normales. Elles rendent possible une action particulièrement parfaite et montrent à l'égard des contradictions une résistance semblable à celle des symptômes obsessionnels par exemple. On peut comparer le contenu de l'inconscient à ce qui serait dans le domaine psychique une population aborigène. S'il existe chez l'homme des formations psychiques héritées, quelque chose d'analogue à l'instinct des animaux, c'est là ce qui constitue le noyau de l'inconscient. Plus tard vient s'ajouter ce qui fut éliminé au cours du développement de l'enfant comme inutilisable et qui n'a pas besoin d'être d'une autre nature que ce qui est hérité. Ce n'est qu'au moment de la puberté que s'instaure en règle générale une séparation nette et définitive du contenu des deux systèmes. Partie 7. La reconnaissance de l'inconscient. Les développements qui précèdent livrent à peu près tout ce qui peut être dit au sujet de l'inconscient, tant qu'on ne recourt qu'à la connaissance de la vie onirique et des névroses de transfert. Ce résultat est certes mince, il donne par endroits une impression d'obscurité et de confusion, et surtout laisse regretter qu'il ne soit pas possible d'ordonner l'inconscient à un ensemble déjà connu ou de l'y classer. Seule l'analyse d'une des affections que nous nommons psychonévrose narcissique
promet de nous apporter des conceptions qui nous feront approcher de plus près l'énigmatique inconscient et nous le rendront, pour ainsi dire, saisissable. Depuis un travail d'Abraham en 1908, dont cet auteur a eu la délicatesse de m'attribuer l'instigation, nous essayons de caractériser la démence précoce de schizophrénie de Bleuler, par la façon dont elle se comporte à l'égard de l'opposition entre moi et objet. Dans les névroses de transfert, rien ne se présentait qui aurait pu mettre au premier plan cette opposition. On savait, il est vrai, qu'être frustré de l'objet produit l'apparition de la névrose, et que la névrose implique la renonciation à l'objet réel. On savait aussi que la libido qui est retirée à l'objet réel revient sur un objet fantasmé et à partir de là, sur un objet refoulé. Mais dans ces névroses, l'investissement d'objets est généralement maintenu avec une grande énergie et l'examen plus poussé du processus de refoulement nous a contraints à admettre que l'investissement d'objets subsiste dans le système inconscient en dépit du refoulement. L'aptitude au transfert que dans ces affections nous utilisons à des fins thérapeutiques présuppose même que l'investissement d'objets soit intact. Dans la schizophrénie, au contraire, s'est imposée à nous l'hypothèse selon laquelle, après le processus de refoulement, la libido qui a été retirée ne cherche pas un nouvel objet, mais se replie dans le moi, qu'ainsi dans ce cas, les investissements d'objets sont abandonnés et que se rétablit un état anobjectal primitif de narcissisme. L'inaptitude de ces patients au transfert, l'inaccessibilité à la thérapeutique qui en résulte, le refus du monde extérieur qui leur est particulier, l'apparition de signes d'un surinvestissement du moi propre, l'apathie complète où ils aboutissent, tous ces caractères cliniques semblent s'accorder parfaitement avec l'hypothèse d'un abandon des investissements d'objets. Du point de vue des rapports entre les deux systèmes psychiques, tous les observateurs ont été frappés de ce que dans la schizophrénie, bien des choses sont manifestées sous forme consciente, alors que dans les névroses de transfert, seule la psychanalyse nous permet de prouver leur existence dans l'inconscient. Mais on ne parvient pas d'emblée à établir un lien intelligible entre la relation moi-objet et les relations de la conscience. Il semble que nous rencontrions ce que nous cherchons là sur une voie inattendue qui est la suivante. Chez les schizophrènes, on observe, surtout dans les stades initiaux qui sont si instructifs, nombre d'altérations du langage, dont certaines méritent d'être considérées d'un point de vue déterminé. La manière de s'exprimer est souvent l'objet d'un soin particulier, elle est recherchée, maniérée. La construction des phrases subit une désorganisation particulière qui les rend incompréhensibles, de sorte que nous tenons les déclarations du malade pour dénuées de sens. Dans le contenu de ces déclarations, une relation aux organes du corps ou aux innervations corporelles passe souvent au premier plan. À cela, on peut encore ajouter que dans ces symptômes de la schizophrénie qui ressemblent à des formations de substituts hystériques ou obsessionnels, la relation entre substitut et refoulé présente cependant des particularités qui nous surprendraient dans les deux névroses en question. Le docteur Tosk a mis à ma disposition quelques-unes des observations qu'il a faites dans un cas de début de schizophrénie. Elle présente cet avantage particulier que la malade était encore disposée à fournir elle-même l'explication de ses discours. Je montrerai donc par deux exemples tirés de ce cas quelle conception je me propose de défendre. Je ne doute d'ailleurs pas qu'il serait facile à tout observateur d'apporter en abondance un tel matériel. Une des malades de Tosk, une jeune fille qui fut conduite à la clinique après une dispute avec son bien-aimé, se lamente. Je cite. « Les yeux ne sont pas comme il faut, ils sont tournés de travers. » Fin de citation. Ce qu'elle explique elle-même, dans un langage cohérent, en lançant une série de reproches contre le bien-aimé. Je cite. « Elle ne peut pas du tout le comprendre. Il semble à chaque fois différent. C'est un hypocrite, un tourneur de yeux. Il lui a tourné les yeux. Maintenant, elle a les yeux tournés. Ce ne sont plus ses yeux. Elle voit maintenant le monde avec d'autres yeux. » Fin de citation. Les déclarations de la malade sur son incompréhensible discours ont la valeur d'une analyse, car elles contiennent l'équivalent de ce discours sous une forme d'expression communément compréhensible. Elles nous introduisent en même temps sur la signification et la genèse de la formation de mots chez le schizophrène. En accord avec Tosk, je fais ressortir de cet exemple le fait que la relation à l'organe s'est arrogé la fonction de représenter le contenu tout entier. Le discours schizophrénique présente ici un trait hypocondriaque. Il est devenu langage d'organe. Seconde communication de la même malade. Je cite. « Elle est debout à l'église. Soudain, ça lui fait une secousse. Elle doit changer de position, comme si quelqu'un l'a changée de position, comme si elle était changée de position. » Fin de citation.
Suit l'analyse par une nouvelle série de reproches contre le bien-aimé, qui est ordinaire, qui l'a rendu également ordinaire, elle qui était de bonne famille. Il l'a rendu semblable à lui, en lui faisant croire qu'il lui était supérieur. Maintenant, elle est devenue telle qu'il est, parce qu'elle croyait qu'elle serait meilleure si elle devenait semblable à lui. Il a donné le change, elle est maintenant comme lui, il l'a changée. Le mouvement de changer de position, remarque Tosque, est une représentation figurée du mot donner le change et de l'identification avec le bien-aimé. Je souligne de nouveau la prévalence, dans toute la chaîne de pensée, de cet élément qui a pour contenu une innervation corporelle. Une hystérique, d'ailleurs, aurait dans le premier cas tourné les yeux convulsivement, dans le second, exécuté réellement le mouvement de secousse au lieu d'en sentir l'impulsion ou d'en éprouver la sensation. Et dans les deux cas, elle n'aurait eu à cette occasion aucune pensée consciente, et même après coup, n'aurait pas été en mesure d'en exprimer. Jusqu'ici, ces deux observations témoignent en faveur de ce que nous avons nommé le langage hypocondriaque, ou langage d'organes. Mais aussi, ce qui nous paraît plus important, elle attire notre attention sur un autre aspect des choses, qu'on peut mettre en évidence très couramment, comme dans les exemples réunis dans la monographie de Bleuler, et qu'on peut résumer en une formule précise. Dans la schizophrénie, les mots sont soumis au même processus qui, à partir des pensées latentes du rêve, produit les images du rêve et que nous avons appelé le processus psychique primaire. Les mots sont condensés et transfèrent sans reste les uns aux autres leur investissement par déplacement. Le processus peut aller si loin qu'un seul mot, apte à cela du fait de multiples relations, assume la fonction de toute une chaîne de pensée. Les travaux de Bleuler, Jung et de leurs élèves ont apporté à l'appui de cette thèse précisément un matériel abondant. Avant que nous tirions une conclusion de ces impressions, remettons-nous encore en mémoire les différences subtiles, mais néanmoins surprenantes, entre la formation de substituts dans la schizophrénie d'une part et dans l'hystérie et la névrose obsessionnelle d'autre part. Un patient que j'observe actuellement se laisse détourner de tous les intérêts de la vie par le mauvais état de la peau de son visage. Il affirme avoir des comédons et des trous profonds dans le visage que tout le monde regarde. L'analyse démontre qu'il joue son complexe de castration tout entier au niveau de sa peau. Il s'occupait d'abord sans remords de ses comédons, dont l'expression lui procurait une grande satisfaction, parce qu'à cette occasion, disait-il, quelque chose jaillissait. Puis il commença à croire que partout où il avait éliminé un comédon était apparue une cavité profonde, et il se fit les reproches les plus violents de s'être définitivement abîmé la peau, à se tripoter ainsi constamment avec la main. Il est évident que l'expression du contenu des comédons est pour lui un substitut de l'onanisme. La cavité qui apparaît alors par sa faute est l'organe génital féminin, c'est-à-dire l'accomplissement de la menace de castration provoquée par l'onanisme. Cette formation de substitut, en dépit de son caractère hypocondriaque, ressemble beaucoup à une conversion hystérique, et cependant, on aura le sentiment, avant même de pouvoir énoncer en quoi réside la différence, qu'ici quelque chose d'autre doit se passer, et que l'on ne saurait mettre au compte d'une hystérie une formation de substitut de ce genre. Un hystérique prendra difficilement une cavité aussi minuscule qu'un pore de peau pour symbole de ce vagin, qu'il compare par ailleurs à tous les objets possibles qui comportent un espace creux. Nous pensons aussi que la multiplicité des petites cavités le retiendra de les utiliser comme substitut de l'organe génital féminin. La même chose vaut pour un jeune patient dont Tosque a rapporté le cas il y a quelques années à la Société psychanalytique de Vienne. Il se comportait par ailleurs tout à fait comme un obsessionnel, passait des heures à sa toilette, etc. Ce qui toutefois était frappant dans son cas, c'était qu'il pouvait communiquer sans résistance la signification de ses inhibitions. Par exemple, en mettant ses chaussettes, l'idée venait le troubler qu'il devait en écarter les mailles, donc les trous, et chaque trou était pour lui le symbole de l'ouverture du sexe de la femme. Cela non plus ne peut être mis au compte d'un obsessionnel. Un obsessionnel qui, d'après l'observation de Rettler, souffrait du même symptôme, passait beaucoup de temps à mettre ses chaussettes, en découvrit, après qu'eurent été surmontées les résistances, l'explication dans le fait que le pied était le symbole du pénis. L'acte d'enfiler les chaussettes, un acte d'onanisme, et que s'il devait continuellement mettre et enlever la chaussette, c'était en partie afin de parfaire l'image de l'onanisme, en partie afin de l'annuler rétroactivement. Si nous nous demandons ce qui confère à la formation de substituts et aux symptômes chez le schizophrène son caractère surprenant, nous finissons par saisir que c'est la prédominance de la relation de mots sur la relation de choses. Entre l'expression d'un comédon et une éjaculation du pénis, il n'existe qu'une bien mince analogie quant à la chose.
Elle est encore plus mince entre les innombrables pores à la surface de la peau et le vagin. Mais dans le premier cas, de tous les deux, quelque chose jaillit. Et pour le second, la formule cynique un trou est un trou est valable mot à mot. C'est l'identité de l'expression verbale et non la similitude des choses désignées qui a commandé la substitution. C'est là où les deux éléments, mot et chose, ne se recouvrent pas que la formation de substituts schizophréniques s'écarte de celle des névroses de transfert. Confrontons cette idée avec l'hypothèse selon laquelle, dans la schizophrénie, les investissements d'objets sont abandonnés. Nous devons alors introduire cette modification. L'investissement des représentations de mots des objets est maintenu. Nous voyons maintenant ce que nous pouvons appeler la représentation d'objets conscientes se scinder en représentation de mots et représentation de choses. Celle-ci consiste en l'investissement, sinon des images mnésiques directes de choses, du moins en celui de traces mnésiques plus éloignées et qui en dérivent. Nous croyons maintenant, tout d'un coup, savoir en quoi une représentation consciente se distingue d'une représentation inconsciente. Ces deux représentations ne sont pas, comme nous l'avons pensé, des inscriptions différentes du même contenu dans des lieux psychiques différents, ni non plus des états d'investissement fonctionnels différents au même lieu. La représentation consciente comprend la représentation de choses. La représentation inconsciente est la représentation de choses seules. Le système ICS contient les investissements de choses des objets, les premiers et véritables investissements d'objets. Le système préconscient apparaît quand cette représentation de choses est surinvestie du fait qu'elle est reliée aux représentations de mots qui lui correspondent. Ce sont, nous pouvons le présumer, ces surinvestissements qui introduisent une organisation psychique plus élevée et qui rendent possible le remplacement du processus primaire par le processus secondaire qui règne dans le préconscient. Nous pouvons maintenant énoncer aussi avec précision ce que, dans les névroses de transfert, le refoulement refuse à la représentation écartée. C'est la traduction en mots, lesquels doivent rester reliés à l'objet. La représentation qui n'est pas exprimée en mots, ou l'acte psychique non surinvesti, demeure alors en arrière, refoulé dans l'inconscient. Je me permets de faire remarquer que très tôt nous avons été en possession de l'idée qui aujourd'hui nous rend compréhensible un des caractères les plus frappants de la schizophrénie. Dans les dernières pages de l'interprétation du rêve, publiée en 1900, se trouve exposée l'idée selon laquelle les processus de pensée, c'est-à-dire les actes d'investissement suffisamment éloignés des perceptions, sont en eux-mêmes dépourvus de qualité et inconscients. Ils n'acquièrent l'aptitude à devenir conscients qu'en étant reliés au reste des perceptions de mots. Or, les représentations de mots de leur côté proviennent de la perception sensorielle de la même manière que les représentations de choses, si bien que l'on pourrait soulever la question de savoir pourquoi les représentations d'objets ne peuvent devenir conscientes par le moyen de leur propre reste perceptif. Mais vraisemblablement, la pensée fonctionne dans des systèmes qui sont si éloignés des restes perceptifs originaires qu'ils n'ont plus rien conservé des qualités de ceux-ci et ont besoin pour devenir conscients d'un renforcement par de nouvelles qualités. De plus, le lien avec des mots permet de doter de qualité des investissements qui ne pouvaient apporter avec eux aucune qualité tirée des perceptions elles-mêmes, parce qu'ils correspondent seulement à des relations entre les représentations d'objets. De telles relations, qui ne sont devenues saisissables que par des mots, constituent une partie capitale de nos processus de pensée. Nous comprenons que le lien avec des représentations de mots ne coïncide encore pas avec le fait de devenir conscient, mais n'en procure que la possibilité. Il ne caractérise donc pas d'autre système que le préconscient. Mais nous remarquons qu'avec cette discussion, nous abandonnons ce qui constitue proprement notre thème. Nous voilà en plein dans les problèmes du préconscient et du conscient, qu'il serait plus approprié de réserver pour les traiter séparément. Dans la schizophrénie, que nous n'abordons ici d'ailleurs que dans la mesure où cela nous semble indispensable à la connaissance générale de l'inconscient, un doute ne peut manquer de surgir. Le processus ici appelé refoulement a-t-il encore quoi que ce soit de commun avec le refoulement observé dans les névroses de transfert? La formule selon laquelle le refoulement serait un processus se déroulant entre le système inconscient et le préconscient, avec pour résultat le maintien du refoulé à l'écart de la conscience, a besoin en tout cas d'une modification, afin de pouvoir aussi inclure le cas de la démence précoce et d'autres affections narcissiques. Mais la tentative de fuite du moi, qui se manifeste dans le retrait de l'investissement conscient, reste de toute façon l'élément commun. À quel point la mise en œuvre de cette tentative de fuite, de cette fuite du moi dans les névroses narcissiques, est plus fondamentale et plus profonde, c'est ce que nous apprend la réflexion la plus superficielle. Si dans la schizophrénie,
Cette fuite consiste en ce que l'investissement pulsionnel est retiré des endroits qui représentent la représentation d'objets inconscientes. Il peut sembler surprenant que la partie de la même représentation d'objets appartenant au système préconscient doive au contraire subir un investissement plus intense. On aurait plutôt pu s'attendre que la représentation de mots, en tant qu'elle est l'élément préconscient, ait à soutenir le premier choc du refoulement, et qu'elle ne puisse absolument plus être investie après que le refoulement se fût poursuivi jusqu'aux représentations de choses inconscientes. C'est là assurément un point difficile à comprendre. Pour sortir de cette difficulté, on peut dire que cet investissement de la représentation de mots n'appartient pas à l'acte de refoulement, mais au contraire représente la première des tentatives de restitution ou de guérison qui dominent de façon si frappante le tableau clinique de la schizophrénie. Ces efforts tendent à récupérer les objets perdus, et il se peut bien que dans cette intention, ils prennent le chemin de l'objet en passant par l'élément mot de celui-ci, ce qui les amène alors à devoir se contenter des mots à la place des choses. D'une façon tout à fait générale, en effet, notre activité psychique peut suivre deux parcours aux directions opposées, soit venant des pulsions par le système inconscient pour aboutir au travail de pensée conscient, soit sur une incitation de l'extérieur en passant par le système conscient et préconscient pour arriver aux investissements inconscients du moi et des objets. Cette deuxième voie doit, malgré le refoulement qui s'est préalablement produit, rester praticable, et elle reste jusqu'à un certain point ouverte aux efforts de la névrose pour récupérer ces objets. Lorsque nous pensons abstraitement, nous courons le risque de négliger les relations des mots aux représentations de choses inconscientes. Et l'on ne peut nier que notre philosophie revêt, dans son expression et dans son contenu, une ressemblance qu'on n'eût pas désiré lui trouver avec la façon dont opèrent les schizophrènes. D'autre part, on peut tenter de caractériser le mode de pensée des schizophrènes en disant qu'ils traitent les choses concrètes comme si elles étaient abstraites. Si nous avons vraiment reconnu l'inconscient et déterminé correctement la différence entre une représentation inconsciente et une représentation préconsciente, les recherches que nous pouvons mener à partir de bien d'autres points de départ nous ramèneront nécessairement à cette conception. Je vous remercie.